diagnostic qui vient d'être posé, qui postule que la France est un pays où on dépense beaucoup en santé, est quand même déjà à modérer un petit peu en introduction. Vous l'avez dit, 11,1% du PIB, ça nous place en 4e position dans les pays de l'OCDE, et particulièrement si on regarde en Europe. C'est bien sûr beaucoup moins que les États-Unis, qui sont à 19% du PIB attribué à la santé, plus que le Royaume-Uni, et c'est surtout le reflet de choix de politiques sociaux historiques. Donc la question n'est pas tant de ce qu'on dépense, mais de comment on le dépense, pour quels résultats, parce qu'il faut rappeler que ces investissements en santé, en protection sociale d'ailleurs pour faire plus large, visent à garantir un état de santé et un niveau de santé dans la population. Le deuxième point, c'est un niveau de dépenses. Pourquoi? Pour soutenir la croissance aussi, et le lien entre santé et croissance en économie, il est admis depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs une question qu'on se pose beaucoup plus dans les pays développés que dans les pays en développement. J'ai envie de dire, c'est quasiment une question de riches, de se poser la question de l'investissement en santé. Donc si la question est de savoir est-ce que 270 milliards d'euros, c'est beaucoup, bien entendu, en termes de valeur absolue, c'est énorme. Rapporté à la population française, c'est un budget conséquent, on ne peut pas dire l'inverse. Maintenant, est-ce que l'efficience, c'est-à-dire le niveau de qualité et de résultats de santé que l'on a en France avec cette enveloppe-là est bon? Ça, c'est toute la question. Et l'économie, à ce niveau-là, est là pour réfléchir à la manière dont la juste allocation des ressources sur les bons acteurs de santé, la ville, l'hôpital, et pour les patients in fine. Si on regarde après un peu plus dans les grands agrégats, effectivement, l'hôpital, c'est un consommateur important de dépenses. Pour résumer, on a l'hôpital et la ville, qu'on oppose souvent d'ailleurs dans les dépenses, alors qu'il y a une complémentarité très forte et que c'est ce lien aussi ville-hôpital qui a à retravailler. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'on a surtout beaucoup joué sur la régulation hospitalière et des produits de santé. Ça a été les deux curseurs faciles, j'ai envie de dire, pour équilibrer le budget depuis un peu plus de, allez, on va dire 15 ans sur les politiques de régulation que l'on a. C'est simple, parce qu'on s'est joué sur les tarifs. C'est beaucoup plus facile de réguler des tarifs que de changer des habitudes, aussi bien pour les professionnels que pour les patients, de changer les parcours de soins. Finalement, les dépenses de santé ne sont que le reflet de cette organisation des soins. On constate des dépenses pour un niveau de prise en charge, et pas l'inverse en fait. Depuis quelques années, donc on est dans une logique comptable, on s'intéresse assez peu à l'évaluation de l'efficacité de ce qu'on produit. La question est l'euro investi, qu'est-ce qu'on récupère en face? La logique de qualité et d'efficience, elle est vraiment secondaire au final dans le choix des politiques budgétaires aujourd'hui. Ce qui bloque en France est assez complexe, on va dire. Il y a un premier niveau sociétal. Pour moi, la première logique, c'est de bien comprendre ce qu'on finance et pourquoi. Et à ce niveau-là, je voudrais rappeler qu'en France, on est sur une logique de contrat social. On cotise tous aujourd'hui pour avoir en face des droits en santé. Et je pense que le premier niveau de compréhension, il est vraiment dans la population générale de comprendre le mécanisme de financement. Parce qu'on discute, et on l'a vu avec la crise sanitaire, beaucoup de santé, sans comprendre vraiment la logique de financement et notre modèle de contrat social derrière. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et la politique budgétaire qui en découle n'est que le reflet de choix sociaux qui ont été faits. La deuxième chose, pour faire changer et évoluer le modèle, les grandes problématiques de déserts médicaux, d'accès aux soins, de qualité des soins, je pense que le diagnostic, il est connu. Mais on a du mal à accélérer les changements. On fait des petites mesurettes, comme on dit, depuis plusieurs années. On sait que la démographie médicale, c'est une problématique dans les déserts médicaux. On sait que les déserts médicaux, il y a l'accès réel, l'accès théorique, on va dire le temps d'accès. C'est pas uniquement non plus la présence de professionnels. La graduation d'entrée dans notre système de santé, c'est aussi un sujet. La rémunération des professionnels, c'est une autre brique, on va dire, dans la discussion. Donc le constat, je pense que tous les professionnels le connaissent. Maintenant, c'est comment on met en musique, en fait, ces différents briques qui constituent notre système de santé, pour aller sur une logique de prise en charge intégrée, parce que je pense que le futur de ces prises en charge, c'est pas de penser l'hôpital d'un côté, la ville de l'autre côté, c'est de penser vraiment l'intégration complète du patient dans ce parcours. Et ça veut dire faire évoluer les pratiques, les modes de rémunération, les métiers aussi, tout simplement derrière. Sur le financement et l'innovation, il faut reconnaître qu'il y a des freins qui existent en France, mais un peu dans tous les pays aussi, qui sont toutes les barrières de l'accès au marché
notamment pour les produits de santé qui sont quand même un vecteur fort de transformation et d'innovation dans le secteur. Alors quand on parle de produits de santé, on parle médicaments, on parle dispositifs médicaux, numériques également, ça c'est un gros sujet sur le système de santé. Aujourd'hui, les mécanismes d'évaluation et les mécanismes de financement ne sont pas adaptés. Ils sont adaptés à un historique sur les produits de santé qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc il faut comprendre qu'il y a un chapeau de régulation de prix qui est important. C'est normal qu'on ne veuille pas dépenser à tout prix, mais pour rien, mais en même temps, ça constitue un frein. Et on ne sait pas comment évaluer toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Demain, il y a une pléthore d'applications, d'améliorations dans le suivi du patient. On ne sait pas comment reconnaître la valeur de ces innovations-là. On a un modèle d'évaluation ancré dans le passé et pas projeté du tout dans le futur. Donc ça, c'est le premier frein. Et je voudrais prendre un exemple à ce sujet-là sur la télésurveillance, puisqu'on vient le texte vient d'être voté pour le passage en droit commun de la télésurveillance. Donc ça, c'est un très bon signal politique. C'est un exemple. Là où des pays, je pense à l'Irlande et tous les pays nordiques, ont enclenché, on va dire, la seconde depuis assez longtemps sur la télésurveillance, il y a nous, les mécanismes de financement cloisonnés. Et je ne parlerai pas dans le détail de tous les mécanismes sur la LPPR, des choses comme ça. C'est un échec couru d'avance en fait, à l'utilisation par l'appropriation patient et professionnelle derrière. Donc on se met des freins purement organisationnels, là où il y a bien une volonté politique quand même de transformer l'essai. Les données de santé, c'est un vrai sujet. Pareil, là, on part d'un historique de protection fort autour de la donnée, de crainte dans l'utilisation, alors que c'est un outil absolument largement sous-utilisé aujourd'hui. L'assurance maladie, en tant que propriétaire même des données de l'assurance maladie elle-même, n'utilise pas tout le potentiel de la donnée. Donc je pense que le champ de l'usage des données et l'ouverture de l'espace numérique en santé récemment va aussi déployer ces possibilités-là. On est au balbutiement de l'usage des données de santé, aussi bien dans l'aide au diagnostic, à l'orientation du patient, à l'autogestion du patient, parce que la capacité du patient à s'autogérer, ça aussi, c'est un vrai driver de changement dans le système de santé. Le premier traitement qu'on pourrait poser sur le système de santé, c'est de faire confiance aux patients et aux professionnels de santé. On voit aujourd'hui émerger énormément de start-up, énormément d'idées sur l'organisation, puisque le sujet il est encore plus organisationnel que financier au final. On a la capacité de financer. Je le disais en introduction, c'est où est-ce qu'on met l'argent à bon escient, de faire confiance aux projets qui émergent. Et pas d'aller sur une peur que ça ne fonctionne pas, une peur qu'on finance à perte. On a vu pas mal d'expérimentations qui étaient des belles histoires, qui changent aujourd'hui le système de santé. Ça, c'est la première chose pour moi. La deuxième chose, c'est l'anticipation. Parce que le meilleur moyen, j'ai envie de dire, de limiter le risque et l'incertitude, c'est d'anticiper. Et l'incertitude en santé, elle est extrêmement forte. C'est souvent ce qui fait peur et qu'on n'ose pas y aller, on n'ose pas mettre un budget, on n'ose pas mettre en place une organisation. La crise sanitaire nous l'a montré. Il y a une incertitude sur le futur forte en termes d'épidémiologie, mais l'innovation, c'est aussi une incertitude. Et on a des outils pour analyser et réduire l'incertitude. Dans le rapport sur la refonte du budget de la santé, avaient été évoqués les outils d'horizon scanning, par exemple, très larges, avec des outils économiques, d'anticipation, d'innovation. On a la possibilité de gérer cette incertitude et donc d'oser y aller, tout simplement. S'il y avait une seule mesure phare, alors elle est peut-être un peu basique, mais pour moi, il y a un vrai travail d'acculturation de la population sur les enjeux sociaux en santé. Je pense que les débats que l'on a depuis 2 ans, du coup, où tout le monde est devenu épidémiologiste, économiste, montrent que l'on a tout de même une mauvaise connaissance, culture générale, j'ai envie de dire le socle commun de culture générale dans la population, de ce que c'est que le système de santé. Et on pourra beaucoup plus facilement décider d'une logique d'investissement si l'acculturation est faite. Parce qu'au final, la frontière entre coût et investissement, c'est qu'une question de vision. Le curseur et la balance, encore une fois, est très fin. Il suffit de se dire « j'investis » et non pas « ça coûte ».